Alexandre Morin-Villouellette. Journaliste dévoué, il n'a pas peur de se brûler. Il touche à tous les sujets chauds de l'actualité. On continue de parler de ce qui se passe en coulisses là, dans les suites de la tentative d'assassinat qui a visé Donald Trump. C'est tout un mécanisme qui s'enclenche, on se comprend, là, dès qu'arrive un événement du genre. Les enquêtes sont pas terminées, les informations n'ont pas fini de couler non plus. Pour en parler avec nous, Michel Junot-Katsuya est un ancien officier supérieur du renseignement, gestionnaire du Service canadien du renseignement de sécurité au SCRS. Monsieur Junot-Katsuya, bonjour. Bonjour Alexandre. Je suis content d'avoir votre perspective là-dessus parce qu'on se comprend, vous avez évolué dans les milieux de ce qui s'apparente au service secret. Là, il y a beaucoup de monde au lendemain de l'attentat contre M. Trump qui remettent en question le travail même des services secrets en disant « Mais là, comment ça se fait qu'il y ait pu avoir un tireur comme ça, aussi près, blablabla. » Vous, dans vos premières analyses de tout ça, trouvez-vous qu'il y a eu des grosses erreurs qui ont été commises ou on est quand même dans ce qui est dans l'imprévisible? Non, c'est très intéressant. On s'entend tout de suite en partant, il est illusoire de croire qu'on va avoir une sécurité à 100%. Il y a toujours des failles qui sont exploitables à un niveau, à un autre. Particulièrement si, on est en campagne électorale, on se déplace régulièrement, peut-être à tous les 2-3 jours, on a un nouveau rallye ou une nouvelle... un nouveau discours à donner dans un lieu différent. Donc, les défis au niveau de la logistique, de l'évaluation des risques et de la menace sont énormes. On peut avoir une évaluation dite générale au début. Est-ce que la personne que l'on tente de protéger est particulièrement controversée et monopolise ou amène une polarisation de certains individus dans la société qui pourrait amener des individus à vouloir commettre un acte aussi grave que celui qui a été commis en fin de semaine. Donc, on est capable de faire cette évaluation. Et dans le cas de M. Trump, c'est oui. On le savait déjà depuis un certain bout de temps. Il y a une situation très particulière ici aux États-Unis qui joue parce que des présidents qui ont terminé leur mandat ont quand même droit à une certaine protection des services secrets pendant plusieurs années, après qu'ils ont quitté. C'est le cas de M. Trump. Mais en plus, cette année, il se présente aussi comme challenger contre M. Biden. Donc, il y a toute cette protection. Et d'ailleurs, on l'a vu lors de son discours, on pouvait voir en arrière-plan, il y avait déjà des tireurs d'élite des forces policières qui étaient postés puis qui regardaient. Là où ça a été très, très difficile, c'est peut-être au niveau de la collaboration des forces locales, qui sont des policiers communautaires, qui n'ont pas nécessairement les réflexes d'aller interpeller quelqu'un tout de suite, parce qu'il y a eu des reportages, il y a eu des témoignages, devrais-je dire, de gens qui avaient noté, qui avaient repéré le bonhomme sur le toit et qui disaient aux policiers, regardez, il y a un bonhomme là, il faudra aller voir, il faudra aller vérifier qu'est-ce qui se passe. Et ça a pris quand même un certain temps. Et le responsable qui doit donner l'ordre aux tireurs d'élite de faire feu, parce qu'on le sait, là, ça va être la force ultime qui va être utilisée, ben, lui ou elle doit attendre d'avoir suffisamment de preuves, parce que jusqu'au moment où le premier tir a lieu, il n'y a pas d'incident encore, là. On n'est pas en crise encore. Une fois que le premier coup de feu a tiré, ben là, c'est on y va, on déploie la cavalerie. Mais jusqu'au premier coup de feu, est-ce que le commandant qui est responsable de la sécurité va dire « Je vais créer un incident en faisant un premier coup de feu sur quelqu'un qui est suspecté » pour découvrir au bout de la ligne qu'il est ou qu'il n'est pas, peut-être, c'est peut-être quelqu'un qui est simplement placé pour prendre des photos ou qui veut grimper pour voir M. Trump un peu mieux placé. C'est cet élément-là qui a fait défaut. C'est certainement cet élément-là qui va être exploré le plus possible, mais il est certain que la sécurité maintenant va être redoublée pour tous les événements qui s'en viennent, autant pour M. Biden que pour M. Trump. Ouais. Parce que l'élément qui est le plus imprévisible, c'est l'élément justement de ce fameux loup solitaire. On a beaucoup d'informations sur les groupes, on a beaucoup d'informations sur la menace que certains regroupements peuvent représenter. Mais des loups solitaires, c'est des bonhommes qui vont s'auto-radicaliser dans le privé de leur chambre à coucher ou dans leur sous-sol
et qui vont se manifester qu'au dernier moment. Et c'est là, ce moment très critique, qu'on peut ne pas avoir assez de temps pour réagir. Oui, absolument. Là, pour la suite des choses, c'est déjà annoncé qu'il va y avoir enquête sur ce qui s'est passé, comme c'est toujours le cas quand il y a un incident comme ça. On va enquêter, même à l'interne, on va enquêter sur le comportement des forces de l'ordre qui étaient en présence, sur comment elles ont agi. Par où on commence dans ce temps-là? Ça ressemble à quoi, ce genre d'enquête là, qui va se dérouler par la suite? Ben, dans un premier temps, ce qui est important de savoir, c'est qui est l'individu. On veut avoir le profil de l'individu. On veut savoir s'il a des adeptes qui sont avec lui, des alliés, des supporters qui vont vouloir peut-être reprendre le flambeau à un autre incident, à un autre endroit, à un autre moment. On veut connaître si l'évaluation avait été bel et bien faite, s'il avait été repéré déjà à l'avance et on n'a pas pris action suffisamment pour le surveiller. On va voir comment les forces locales ont opéré parce qu'ils étaient dans le périmètre des forces locales. D'ailleurs, il y a des policiers qui circulaient, on les a vus dans la foule au bas du building où le bonhomme se trouvait. Les services de sécurité, les services secrets, eux vont évidemment revoir leur processus d'évaluation, leur sécurité, ce qui place autour des candidats et des candidates lorsqu'ils vont témoigner, parce que ça, c'est l'autre élément aussi. Là, il y a M. Biden et M. Trump qui polarisent chacun de leur côté des gens, mais il y a une foule de candidats et de candidates aussi qui vont se promener très bientôt et qui vont commencer à faire des discours, et ça aussi, ça peut être très, très problématique. Aurons-nous suffisamment de pouvoir policier, de collaboration et de ressources pour pouvoir protéger ce monde-là? La réponse est probablement non, parce qu'il y en a trop. Et ça va être très, très, très difficile. Et à quelque part, maintenant, il y a vers le Canada. Est-ce que le Canada doit réagir à tout cela? C'est définitivement un gros problème, parce que le Canada est très sensible au niveau de la société à ce qui se passe aux États-Unis. On n'a qu'à voir ce qui s'est passé au Capitole. 1 an plus tard, on a eu le convoi à Ottawa. C'est ce genre d'évaluation-là qui va devoir être fait. Définitivement, si j'étais responsable à la GRC de la protection rapprochée, je renforcerai énormément les évaluations et les équipes qui vont travailler à la garde rapprochée de particulièrement le premier ministre, mais d'autres personnes. Mais le problème auquel on est confronté, c'est qu'Ottawa n'a pas le réflexe d'offrir comme on offre aux États-Unis, ou même qu'on offre ici au Québec. Le Québec du corps pour les ministres, hein? Le Québec est loin d'être un exemple en matière de sécurité publique. Ça, on s'entend là. Avec un ministre qui s'en va dire, lorsqu'on parle d'ingérence étrangère en chambre, qui va dire, écoutez-moi bien, là, il y a rien. Et là, on a la GRC qui vient de sortir un rapport qui a littéralement fait état de l'ingérence qui se trouve à Montréal et à Brossard. Mais il y a quelque chose qu'on fait bien à l'heure actuelle, c'est que les chauffeurs des ministres sont des policiers de la Sûreté du Québec en service actif. Ce sont des policiers, ce sont ni plus ni moins des chauffeurs armés. Et ça, c'est déjà beaucoup mieux que ce que le fédéral offre à ses propres ministres à l'heure actuelle. Et M. Trudeau a toujours ralenti le pas dans cette direction-là. Est-ce que maintenant, on va vouloir réfléchir un petit peu plus? Surtout qu'on a eu des incidents où on a vu Mme Freeland qui a été interpellée violemment. On a vu Mme Joly qui a été interpellée sur la rue violemment aussi. Donc, on peut voir qu'il y a une grogne contre les élus. Le décorum politique que j'appelle, moi, qui existait avec le respect que l'on doit porter aux élus, s'égrène de plus en plus. S'il est alimenté aussi avec des discours populistes que M. Poilievre va continuer de faire et des attaques personnelles comme il le fait, ce désordre ne peut qu'entraîner malheureusement des incidents, et ça, c'est très problématique pour les autorités. Le temps file, M. Junot Katsuya, c'est toujours intéressant de vous parler, puis je veux absolument vous entendre sur un dernier point. Vous avez travaillé dans le milieu de l'information toute votre vie. Je veux dire, vous le faites encore avec vos interventions dans les médias, ça reste le milieu de l'information. À quel point il faut faire attention aux premières infos qui circulent après un événement comme celui-là? La désinformation, ça pullule sur les réseaux sociaux, qu'il y a quelque chose du genre. Faut attendre, faut être calme, faut bien analyser avant de commencer à repartager des niaiseries?
Faut attendre, faut être calme. Il y a un défi extraordinaire pour les journalistes. On l'a vu. Je vous donne un exemple flagrant. Lors de l'attentat de la mosquée à Québec, il y a une nouvelle qui circulait à un moment donné qu'on recherchait 2 individus, un homme d'origine caucasienne et un homme d'origine arabe. C'était faux. Il a été prouvé que cette information-là avait été envoyée de la Russie pour créer de la désinformation et de la confusion. Malheureusement, il y a un poste de télévision il y a une chaîne de télévision qui a repris la nouvelle pendant un bon bout de temps sans l'avoir nécessairement bien vérifiée. Alors, c'est un gros défi pour les journalistes professionnels aujourd'hui que d'avoir à contre-vérifier le plus rapidement possible parce que justement, il y a de la désinformation qui va être utilisée par des sources des fois nationales, mais très souvent internationales. Et c'est un défi d'une ampleur extraordinaire à l'heure actuelle pour le monde de l'information. Absolument. Puis c'est toujours un défi. Puis c'est pour ça qu'il faut rappeler le message constamment. Attendez que les informations sortent. Attendez que les autorités compétentes fassent leur enquête. C'est pas vous, malheureusement, je veux pas être méchant avec les gens, mais c'est pas vous sur Twitter ou sur X là, qui allez être capable de trouver l'information cruciale que les forces de renseignement américains ont ratée. Donnez-leur 2 minutes, on va voir ce que l'enquête va donner. Michel Junot-Catuya, vous êtes ancien officier supérieur du renseignement, gestionnaire aussi au SCRS du Canada. Merci d'avoir décortiqué tout ça avec nous. Toujours un plaisir. Bonne journée à tous et à toutes.